La CEDEAO se met en état d'urgence. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest est extrêmement grave. Nous ne sommes plus dans un simple coup d'État raté, ni dans une intervention militaire ponctuelle. Nous sommes entrés dans une zone de turbulence régionale majeure. Concernant maintenant les militaires nigérians arrêtés avec l'avion au Burkina Faso, mais il y a une évolution de la situation. L'avion reste par contre sous séquestre, parce qu'ils doivent enquêter, faire les enquêtes techniques. Mais les discussions sont en cours pour restituer l'avion peut-être plus tard. Le Nigeria bombarde pour sauver un régime. Le Bénin placé sous protection étrangère. La CEDEAO décrète un état d'urgence régional sans base légale. Des forces françaises et ivoiriennes affluent. Et pendant ce temps, l'armée nationale gronde, humiliée, marginalisée. Ce n'est pas la stabilité qui est en jeu, c'est la survie politique de certains régimes et la peur panique d'un effet domino incontrôlable. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, ce sont des faits, des décisions inédites, des zones d'ombre juridiques et une réalité inquiétante. L'Afrique de l'Ouest est en train de basculer et personne ne maîtrise réellement ce qui est en train de se déclencher. Je vous explique tout sur Penser le Monde. L'intervention que l'armée du Nigeria a dû mener au Bénin commence déjà à produire des effets en chaîne et pas de petits effets. Les répercussions sont graves, notamment sur le Nigeria. Là-bas, ça ne va pas. À l'intérieur même du Nigeria, la situation est en train de se tendre sérieusement. Sur le plan régional, c'est carrément la marmite sur le feu. C'est chaud pour Bola Ahmed Tinubu, c'est chaud pour tous les États alignés sur la France-Afrique. Ils ont compris une chose très simple. Les coups d'État ne vont plus les éviter, ils ne vont plus pouvoir en échapper. Et surtout, d'autres coups d'État sont en préparation. L'affaire du Bénin n'est pas terminée. Et pendant que nous sommes en train de parler, sur le terrain, les choses sont en train de bouger. Au Bénin, les forces spéciales françaises sont déjà présentes. On parle de plus de 200 soldats venus de Côte d'Ivoire qui sont arrivés, joints par 200 militaires ivoiriens supplémentaires, donc 400. À date du 11 décembre 2025, le nombre connu ne fait qu'augmenter. Officiellement, on ne sait pas trop si c'est une mission de maintien de la paix, de prévention ou autre chose. Ça reste flou, comme d'habitude. Ce qu'on sait, c'est qu'ils appellent ça la force en attente de la CEDEAO, composée de forces spéciales françaises, de militaires ivoiriens et d'autres renforts encore, de Sierra Leone par exemple et du Ghana. Pourquoi? Le coup d'État est censé avoir été maîtrisé. Soyons honnêtes, ce n'est donc pas pour sauver le Bénin, c'est pour sauver le pouvoir de Patrice Talon, protéger son régime et ses amis. Patrice Talon n'est toujours pas tranquillement assis sur son fauteuil. Il transpire toujours à grosses gouttes. À l'intérieur du pays, son armée est très en colère. Son armée est fragmentée, divisée. Il y a même certains officiers qui font semblant d'obéir. Mais dans les casernes, dans le fond de leur cœur, c'est en train de bouillir. Les militaires béninois se sentent humiliés. Selon eux, on les sous-estime, on les méprise. Et pire encore, on fait venir des forces étrangères pour assurer la sécurité de leur pays. Bon, du président, vous voyez ce que je veux dire. Et dites-vous qu'aujourd'hui, la sécurité personnelle du président Patrice Talon est assurée en grande partie par les forces étrangères. Oui, on va vous parler de la garde républicaine, histoire de faire joli devant les caméras. Mais en réalité, non, c'est pas la garde républicaine qui protège Patrice Talon, c'est d'autres gens. Et ce malaise ne touche pas que le Bénin. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, alignés sur la France-Afrique, alignés sur les intérêts de la France en Afrique, les dirigeants ont compris que leurs propres armées ne sont plus fiables. Et ça ne va pas du tout dans leur tête. La paranoïa commence à monter. Résultat, panique totale à la CEDEAO. Sur instruction venue au plus haut, donc de la France, la CEDEAO a franchi un cap historique. Elle a décrété l'état d'urgence régional. Oui, vous n'avez pas mal entendu, hein? La CEDEAO a décrété l'état d'urgence régional. Ça veut dire quoi ça? C'est la toute première fois, en plus de 50 ans d'existence de la CEDEAO, qu'on entend une telle déclaration. État d'urgence, jamais ce concept n'avait été utilisé par ses responsables. Jamais. Normalement, l'état d'urgence, c'est quoi? On le connaît. Un couvre-feu, restriction des déplacements, pouvoir donner aux forces de sécurité, à l'armée, j'en passe. Mais ça, c'est au niveau d'un État, d'un pays bien délimité. Là, on parle d'un état d'urgence régional, donc international. Une question se pose. Comment est-ce que ça fonctionne? La CEDEAO est devenue un pays? Non. Quel article de la charte de la CEDEAO prévoit ça? Aucun. Vraiment, la réponse est simple. Il n'y a aucun article qui prévoit ça. Donc, cette affaire sort d'où en fait? C'est pour poser la question. Ce qui s'est passé au Bénin a déclenché une onde de choc énorme. On a violé l'espace aérien de l'AES. La CEDEAO décrète l'état d'urgence dans son espace, mais sans base légale. Ceux qui sont dans l'espace CEDEAO, on leur dit que désormais, ils sont en état d'urgence. Mais concrètement, ça veut dire quoi être en état d'urgence pour une organisation économique? Juridiquement, il n'existe aucun texte donnant à la CEDEAO le pouvoir de décréter un état d'urgence régional. Et même si un tel texte existait, il devait expliquer clairement un certain nombre d'éléments. Ce que ça implique, comment ça s'applique et comment ça se terminera. Or, rien de tout ça n'existe, rien n'est dit. Ce que ça implique, comment ça va se terminer, aucune information. Aucun mécanisme formel n'a été activé. Autrement dit, il n'y a pas de cadre juridique, pas de procédure écrite, pas de mode opératoire
opératoire clair. Pas de texte pour pouvoir décréter même l'état d'urgence en question ou la fin de cet état d'urgence. Vous comprenez que les dirigeants de la CEDEAO se sont lancés dans cette affaire à l'aveugle. Tout simplement parce qu'ils sont sous pression. C'est la pression, tout ça, c'est le stress. Ils paniquent. En réalité, cet état d'urgence régional sert surtout à une chose: justifier l'intervention et la présence régulière de puissances étrangères, notamment la France, sur les territoires de la CEDEAO. C'est pour pouvoir justifier la présence des soldats français. C'est tout. Demain, on va leur dire que nous sommes en état d'urgence, les puissances étrangères sont venues aider. Point. Voilà comment est-ce qu'ils vont présenter la situation. Ne doutez même pas de ça. On doit quand même poser une question. Qu'est-ce qui justifie que toute la région se mette en état d'urgence? La réponse est simple. Rien. Ou alors peut-être la terreur de voir de plus en plus les gens vouloir se libérer. La déclaration sur l'état d'urgence a été faite le 9 décembre 2025 par le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré. Ça a été fait devant le Conseil de médiation et de sécurité. 2 jours seulement après les événements du Bénin et 10 jours après ceux en Guinée-Bissau. Soyons donc clairs, ce n'est pas la Guinée-Bissau qui les a rendus fous. Non, c'est le Bénin. En Guinée-Bissau, ils maîtrisaient très bien la situation. Jusqu'à maintenant, le Nigeria n'arrive pas à s'en sortir. Le Bénin non plus. Et comme le président Talon est incapable d'assurer seul la sécurité, que ce soit de sa personne, de son pays ou de son clan, il a fait appel à la CEDEAO. Ce sont eux donc qui ont poussé cette décision d'état d'urgence régional. C'est simplement ça l'affaire. Aucun mécanisme, aucune base claire, rien. C'est juste qu'ils ont besoin de trouver une raison de protéger Patrice Talon. Et voilà donc. L'Afrique de l'Ouest est effectivement bouillonnante en ce moment, avec des coups d'État avortés, des interventions militaires et des frictions régionales qui sont en train de s'accumuler. On sait que le président Bola Tinubu du Nigeria a réagi immédiatement au Bénin en déployant des troupes et des avions de chasse, les jets là, pour pouvoir aider à démanteler les comploteurs à la demande de Patrice Talon, du Bénin officiellement. Ça a permis d'écraser la tentative de coup d'État en quelques heures. Techniquement, l'intervention initiale s'est faite sans approbation préalable du Sénat nigérian, ce qui a soulevé des questions sur la légalité, c'est-à-dire la violation potentielle de la constitution nigériane, qui exige un feu vert parlementaire pour tout déploiement étranger. On ne déclenche pas une guerre comme ça sans la permission du gouvernement. Le problème est que l'implication du Nigeria dans cette affaire au sein de la République était totalement illégale, car le président n'a pas consulté l'Assemblée nationale. Intervenir dans un autre pays sans préavis, ou plutôt sans l'approbation de l'Assemblée nationale, démontre que le président n'a aucun respect pour les institutions. C'est donc inacceptable. Deuxièmement, nous ne devrions pas nous battre contre nos propres frères simplement pour satisfaire les désirs de certains colonisateurs. Et bien sûr, nous comprenons la relation entre le président nigérian et la France. Nous savons que la France le soutient. Il est donc plus ou moins une marionnette de la France. De ce fait, il est contraint de faire tout ce qu'on lui demande. Et on le voit bien. On voulait qu'il attaque le Niger, qu'il déclenche une guerre entre le Nigeria et le Niger, ce à quoi les Nigérians se sont opposés. Maintenant, il tente d'utiliser cette situation pour apaiser la France, pour lui faire croire qu'il est de son côté. Mais c'est complètement faux. Il n'a jamais respecté la souveraineté du Nigeria, ni celle du Bénin. Cependant, le Sénat a donné une approbation rétroactive le 9 décembre à Bola Tinubu, une manière hâtive de calmer les observateurs, une manière hâtive de dire oui, on ne l'avait pas fait au début, maintenant on le fait, pardonnez, on passe dessus. Ce qui n'est pas normal. On réfléchit avant d'attaquer, on attend la permission avant d'attaquer, pas l'inverse. En plus, on parle de l'armée. Si tu n'as pas la permission, ça devient très compliqué. Même quand tu as raison, dans l'armée, on demande toujours la validation. Est-ce qu'on peut tirer? Est-ce qu'on peut attaquer? Est-ce qu'on peut? Tinubu ne l'a pas fait. Après l'attaque, c'est là que le Sénat vient dire qu'on lui donne la permission. Non, on ne peut pas donner une permission rétroactive. Ça ne se passe pas comme ça. Soit il a eu la permission, soit il ne l'a pas eu. On note quand même que c'est la 9e tentative de coup d'État raté en Afrique de l'Ouest en seulement 5 ans. Et ça renforce donc les craintes et l'effet domino du fait que ça peut s'enchaîner. Il n'y a pas eu de manifestation massive ou alors de contestation populaire d'ampleur rapportée spécifiquement sur l'envoi des troupes nigérianes au Bénin. Donc au Nigeria, ça n'a pas fait un tollé, des manifestations et tout. L'opinion publique nigériane semble globalement silencieuse au vu du contexte. Mais il y a eu des critiques institutionnelles et civiles. Des organisations de la société civile ont dénoncé l'approbation précipitée du Sénat, expliquant que ça pose un précédent très dangereux pour le pouvoir exécutif. Oui, parce que à partir de maintenant, n'importe quel président pourrait faire ça et dire qu'il allait recevoir de toute façon la permission après. Un article pose la question: intervention légale ou excès de zèle, en soulignant que Tinubu a saisi l'espace aérien béninois légalement
seulement après coup, mais que le timing initial était très discutable. Façon très polie de dire qu'il n'avait pas la permission, il n'avait pas le droit. Contrairement à l'intervention au Niger en 2023, qui avait provoqué un backlash massif. Ici, il n'y a eu rien de comparable niveau émotion médiatique. Les recherches sur les réseaux sociaux n'ont pas révélé de buzz viral ou alors de hashtag engagés par rapport à ça. Les discussions tournent surtout autour de l'efficacité de l'opération que d'une opposition frontale à ce que Tinubu a fait. En résumé, c'est plus un débat élitiste qu'un soulèvement populaire. Pas de quoi enflammer les rues pour l'instant. Concernant maintenant les militaires nigérians arrêtés avec l'avion au Burkina Faso, les autorités burkinabées les ont détenus pour violation de l'espace aérien et suspicion d'espionnage, dans un climat déjà tendu entre l'AES et la CEDEAO, Nigeria inclus. L'avion a donc été saisi, mais il y a une évolution de la situation. Les militaires, donc pilote, copilote et les 9 autres ont été libérés le 10 décembre 2025. Je répète, les passagers, les militaires dans l'avion ont été libérés le 10 décembre 2025 après des négociations diplomatiques rapides menées par le ministère nigérian des Affaires étrangères. Les soldats ont été innocentés de tout soupçon et ont été renvoyés au Nigeria. Ils ont regagné leur famille, leur pays et j'en passe. L'avion reste par contre sous séquestre parce qu'ils doivent enquêter, faire les enquêtes techniques. Mais les discussions sont en cours pour restituer l'avion peut-être plus tard, quand les enquêtes seront terminées. L'affaire avance vite et les choses semblent ne pas aller avec escalade. Globalement, ça se tasse et les sévérités quand même sont en train de bouger par-ci par-là. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Oh,